El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será Nous nous trouvons dans vencido. une forteresse assiégée. Seule la révolution socialiste mondiale peut nous sauver. Ce sont des mots de Lénine de 1918 et c'est juste une des milliers de preuves qu'il y a pour voir que Lénine c'était un internationaliste révolutionnaire. Et il n'était pas en parole mais en acte. Genre, c'est pas comme si le jeune État ouvrier soviétique n'avait pas eu assez de problèmes à l'intérieur. Il a dû faire face à 21 armées étrangères, à des crises de famine et à des révoltes paysannes. Mais malgré tous ces problèmes à l'intérieur, ou plutôt à cause de ces problèmes à l'intérieur, c'était la révolution mondiale qui était la priorité absolue pour Lénine et les bolcheviks. Et l'outil pour la révolution mondiale, c'était le Comintern. Et on a entendu mercredi, le Comintern il a tenu ses magnifiques 4 premiers congrès entre 1919 et 1922. Et si on devait résumer l'œuvre de ces 4 premiers congrès du Comintern en une phrase, je pense qu'on pourrait dire le motto c'était « tout tenter pour faire réussir la révolution mondiale ». Après la mort de Lénine, en 1924, il y a une clique autour de Staline qui prend la direction du parti et donc aussi la direction du Comintern. Et c'est dans la même année que Staline met en avant la première fois sa fameuse théorie du socialisme dans un pays. Staline il a dit « Le prolétariat peut et doit construire le socialisme en Russie ». Dans cette phrase, il y a une rupture complète avec l'internationalisme révolutionnaire de Lénine, et ceci pas seulement en parole, mais surtout dans les actes. Lors de la révolution chinoise, à partir de 1925, le Comintern envoie les communistes chinois dans une alliance avec un parti bourgeois, et avec ça dans un bain de sang. Ensuite, lorsque le fascisme monte en Allemagne au début des années 30, le Comintern dit aux communistes allemands d'aller attaquer non pas les fascistes, mais les ouvriers de la social-démocratie. Et avec ça, il ouvre vraiment les portes pour que Hitler puisse prendre le pouvoir sans problème. Et après, au milieu des années 30, le Comintern sabote proactivement la révolution espagnole et aide ainsi Franco à prendre le pouvoir. Le résultat de cette histoire, c'est que l'Union soviétique se retrouve isolée et seule avant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le désespoir, essaie de trouver des alliés, fait un deal avec Hitler, se fait arnaquer par Hitler qui se tourne contre l'Union soviétique. Et avec de la chance, elle gagne quand même, avec de la chance pour Staline et grâce à l'économie planifiée, elle gagne quand même la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, l'Union soviétique fait un deal avec les impérialistes pour dissoudre le Comintern en 1943. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le résumé en une phrase de l'histoire du Comintern entre 1924 et 1943? On peut dire que l'œuvre, en rétrospectivement, c'est d'avoir tout fait pour essayer de faire échouer la révolution mondiale. Et la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce magnifique instrument de la révolution mondiale est devenu, on le voit en Espagne, un instrument de sabotage de la révolution mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, qu'est-ce qui est la logique politique dans cette histoire absurde? Et pour répondre à cette question, j'aimerais commencer au début, là où ça a surgi à la surface la première fois, avec cette théorie du socialisme dans un pays. Et je veux d'abord traiter la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une rupture avec la ligne de Lénine, cette théorie? Parce que les staliniens, et à l'époque et aujourd'hui, ils diraient non, en aucun cas c'est une rupture avec Lénine, c'est la continuation ou même le développement de Marx et de Lénine. Et pour justifier cela, Staline, il a déterré quelque part une citation de Lénine de 1915. Et juste pour faire une parenthèse, faites toujours attention des soi-disant marxistes qui chopent des citations, qui les enlèvent du contexte et après les balancent comme ça pour justifier un truc. Ça n'a rien à voir avec le marxisme. Mais il y a une phrase où Lénine il dit dans un texte, je cite, « La victoire du socialisme dans un petit nombre de pays
ou dans un seul pays est possible. Le contexte de la citation, c'est que Lénine, il parle de la perspective de la révolution socialiste en Europe après la Première Guerre mondiale. Et là, ce que Lénine veut dire avec cette phrase, c'est que la révolution, elle doit commencer. Je souligne commencer 4 fois, dans un ou dans quelques pays. Par victoire du socialisme, Lénine, il entend la prise du pouvoir par le prolétariat. Et cette prise de pouvoir, c'est vraiment ultra peu probable qu'elle ait lieu simultanément partout dans le monde. Elle doit commencer quelque part. Mais ce que Lénine et aucun marxiste ne voulaient absolument jamais dire, c'est que la révolution socialiste peut s'arrêter dans un seul pays. Que ce serait possible de construire le socialisme dans un seul pays. Pourquoi pas? Ça fait partie de l'ABC du socialisme scientifique de comprendre que c'est le capitalisme mondial qui a créé les conditions pour le socialisme mondial. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'à avant le système capitaliste, les gens ils mouraient parce qu'on ne pouvait produire pas assez de nourriture, pas assez de bons médicaments. En gros, il n'y avait ni tracteur, ni vaccin avant le capitalisme. Il y avait une pénurie générale. Et pourquoi? À cause de ce que nous, les marxistes, on appelle les forces productives qui étaient à un niveau très faible jusqu'à avant le capitalisme. Donc un manque de technologie, de science, etc. Le capitalisme, et ça c'est son côté progressif, il a développé massivement les forces productives jusqu'au point où aujourd'hui, et en fait depuis longtemps, plus personne ne devrait mourir de faim, personne devrait mourir de froid, personne devrait mourir de maladies curables. Le capitalisme a objectivement créé les conditions d'abondance, abondance de nourriture, d'énergie et ainsi de suite. Et le point crucial, c'est que le capitalisme, il a créé ces conditions au niveau mondial. Le capitalisme mondial, je vais le souligner 5 fois, le capitalisme, c'est un système mondial avec des entreprises mondiales, avec une division mondiale du travail, avec des chaînes d'approvisionnement mondiales, avec une classe ouvrière mondiale. Et ça, c'était vrai en 1924, mais c'est encore beaucoup plus vrai en 2024. Et c'est parce que le capitalisme a créé les conditions de son propre dépassement à l'échelle internationale qu'il ne peut seulement être dépassé au niveau mondial. Le socialisme ne peut être que mondial. Tout le reste est complètement non scientifique et utopique. Et le truc, c'est aussi aucun pays à lui seul peut construire le socialisme tout seul. Peu importe la taille de tes usines, tu n'as aucune chance en tant que pays isolé, à court ou à long terme, face au système capitaliste mondial. Donc, pour un État ouvrier où le prolétariat arrive à prendre le pouvoir, il y a 2 options. Étendre la révolution socialiste à d'autres pays au niveau mondial ou se faire avaler par le capitalisme. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Et ce qui est vrai en général est surtout spécifiquement vrai en Russie au début du XXe siècle. Et regardez, malheureusement, les marxistes, on peut pas décider où la révolution elle devrait commencer. Malheureusement, l'idéalisme ne fonctionne que dans la tête. Mais supposons que ça aurait été possible pour les marxistes de choisir où cette vague de révolution commence au début du XXe siècle. On n'aurait jamais choisi la Russie. La Russie était le pays, comment Trotsky l'a appelé, le pays de la charrue de bois. Genre sur les 150 millions d'habitants, il y avait seulement 4 millions d'ouvriers. 70% de la population ne savait ni lire ni écrire. C'était un pays arriéré, détruit par la Première Guerre mondiale et la guerre civile. Quelle était la tâche des bolcheviks au pouvoir dans ces conditions? Personne des marxistes parlait de construire le socialisme. Genre avec quoi? Avec la charrue en bois? Non, la tâche c'était de tenir en Russie jusqu'à la révolution mondiale. Mais on sait, les révolutions dans les autres pays ont échoué. Je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais le point tournant c'était la révolution allemande en 1923. C'était le point tournant parce que si elle avait eu du succès, ça aurait vraiment donné ce souffle d'air frais pour le prolétariat russe et la révolution mondiale. Mais vu qu'elle a échoué, ça a signifié que la Russie allait rester isolée pour un moment.
Et maintenant, on a ce pays arriéré, isolé. Quelle est la conséquence de ça? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà, il y a pénurie grave au lieu d'abondance. Et là, on ne parle pas de pénurie de quelques produits de wellness ou quelque chose, mais genre au début des années 20, à Saint-Pétersbourg, tu ne voyais pas de chiens et de chats dans la rue parce que les gens mangeaient les animaux tellement ils avaient faim et ils se mangeaient aussi mutuellement parce qu'il n'y avait juste pas assez de bouffe. Et la population de Saint-Pétersbourg et Moscou ont diminué de 50 à 70% en quelques années parce qu'on se cassait de la ville pour aller à la campagne quelque part où peut-être tu trouves à manger. Donc on a une classe ouvrière complètement épuisée, décimée et abattue. Et cette classe qui venait faire magnifiquement la révolution ne pouvait, dans ces conditions, dans cet état, en aucun cas maintenant construire une nouvelle société. Au contraire, la classe ouvrière était en retraite, les soviets s'éteignaient ou étaient déjà morts. Et c'est sur le dos de cette révolution mourante que la bureaucratie a effleuré, même si c'est le mauvais verbe, plutôt, oui, vous voyez, pas comme une fleur, quoi, comme, c'est quoi, Unkraut? Ouais. Pardon? Mauvais herbe, mais oui, il n'y a pas de verbe avec mauvais herbe, ouais, ok. Mais vous voyez, ok, bureaucratie. Et ce que je veux dire, tout d'abord, c'était pas du tout le plan de Lénine. Quel était le plan de Lénine et des bolcheviks? Bon, en se basant sur l'expérience de la Commune de Paris et sur Marx, le plan c'était de réduire le temps de travail, de augmenter le niveau culturel massivement pour faire en sorte que chacun puisse commencer à accomplir une tâche étatique lui-même et après le faire en rotation pour arriver au point où une fois que tout le monde est bureaucrate, plus personne n'est bureaucrate, non? Mais il faut voir, genre, réduire le temps de travail. C'est la précondition pour pouvoir augmenter son niveau culturel, non? Pour ne pas être détruit après 12 heures de boulot chaque soir. Ça, c'est seulement possible dans des conditions d'abondance. Mais en Russie, on avait de la pénurie généralisée. Et le point crucial, c'est qu'une pénurie, elle doit être gérée. Une pénurie doit être gérée. Et là, Trotsky, il fait cette magnifique analogie avec la file d'attente dans une épicerie. Et il explique très très simplement. Regardez, s'il y a suffisamment de marchandises dans le magasin, les acheteurs peuvent venir quand ils veulent. Mais quand il y a pénurie, les acheteurs doivent faire la queue. Et si cette queue-là, elle devient très longue, un policier, il doit y mettre bon ordre. Et il faut qu'il y ait ce policier, ce bureaucrate, sinon ça dégénère, non, ça part en couille. Mais le policier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours faire en sorte pour s'assurer que lui-même, il en a assez, non? Et ensuite, genre, si lui, il en a assez, regardez que ses amis et sa famille a assez, et après peut-être faire en sorte qu'eux aussi, ils obtiennent un poste de bureaucrate. Et donc, cette pénurie et cette queue avec le besoin d'un flic qui surveille, ça c'est le point de départ, Trotsky dit, pour le pouvoir de la bureaucratie. Et là, il faut voir cette bureaucratie, je crois tous les camarades sous-estiment à quel point ça a gonflé rapidement. On est passé après 1917 de 100 000 fonctionnaires à presque 6 millions de fonctionnaires déjà en 1920. Déjà en 1920, en Russie, tu avais 5 fois plus de bureaucrates que d'ouvriers industriels. Et qui étaient ces gens? Qui étaient ces bureaucrates? Pour la plupart, c'était des anciens bureaucrates sous le tsar, sous le tsarisme, qui n'avaient rien à voir avec la révolution, vraiment rien à voir avec la révolution. Tout ce qui les intéressait, c'était leur département, leur position privilégiée. Mais il n'y avait pas le choix, c'était eux qui savaient lire et écrire, et il fallait les engager, même leur payer un relativement bon salaire pour qu'ils fassent ces tâches. Et Lénine, il voyait cette bureaucratie, et mon Dieu, il était furieux. Une citation de 22, Lénine, il dit « Nous nous enfonçons dans le marais de la bureaucratie. Les départements sont de la merde, les décrets sont de la merde, et ainsi de suite. » Et pourquoi il s'est tellement énervé? Pourquoi il était furieux, Lénine? Parce qu'il sentait que quelque chose de dangereux avait lieu. Il sentait que le pouvoir était en train de glisser des mains des communistes, et donc des ouvriers, à cette couche de bureaucrates, et surtout à la top couche de bureaucrates. Et ça, c'était la lutte principale de Lénine lors de sa dernière année, la lutte contre cette bureaucratie.
Mais sous les conditions de pénurie généralisée, peu importe à quel point tu es un génie, même s'il n'était pas mort en 24, il n'aurait pas pu, à moyen terme, arrêter cette bureaucratie, tant que ça reste isolé et pénurie. Parce que la bureaucratie, elle existait grâce aux inégalités sociales et elle les renforçait à son tour, de nouveau. Non? Au début, les privilèges de la bureaucratie, c'était d'avoir relativement, d'avoir quelque chose à manger, comparé au peuple qui a faim. Ça, c'était au début des années 20, mais assez rapidement, ces privilèges, ça devient des écoles privées, des dachas, et même des employés de maison. Hein, oui. Et Trotsky, il qualifiait ces bureaucrates de pilleurs, ça se dit comme ça, pardon, double L, des pilleurs de la richesse nationale avec l'aide de l'appareil d'État. Et là, on fait le constat. On parlait mercredi d'une démocratie ouvrière saine. C'est pas le cas ici. Hein. C'est pas un État socialiste, un État soviétique sain. Donc, on a à voir avec quoi ici. Trotsky a qualifié ça d'un État ouvrier dégénéré ou déformé. Et c'est comme déjà dans le nom, c'est quelque chose de contradictoire. D'un côté, oui, c'est un État ouvrier, parce que la base de fonctionnement de cet État, c'est l'économie planifiée, avec les moyens de production nationalisés. Mais de l'autre côté, la forme de gouvernement est comme pas celle qui devrait normalement être là pour une économie planifiée. Trotsky disait que l'économie planifiée a besoin d'oxygène, a besoin de démocratie, comme le corps humain a besoin de démocratie. Mais là, tu n'avais pas d'oxygène. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, vous suivez bien, c'est parfait. Mais là, tu n'avais pas d'oxygène, tu n'avais pas de démocratie, tu avais une bureaucratie qui de plus en plus étouffait tout. Et en fait, l'analogie qui m'a été le plus, c'était de voir cette bureaucratie comme étant une tumeur qui s'implante sur l'organisme. Et parce que je suis ni médecin ni expert en tumeur, mais je sais que d'un côté, une tumeur, ça se développe de manière invasive, genre ça grandit. Et de l'autre côté, ce qui va de pair, c'est que ça détruit à fur et à mesure de plus en plus l'organisme lui-même. Et c'est à partir de cette analyse que Trotsky, en 1936, il a fait cette brillante prévision pour voir qu'il y a seulement deux options, deux issues pour cette Union soviétique avec l'État ouvrier dégénéré. C'était soit on arrive à éliminer le cancer, la tumeur de l'organisme, ou bien la tumeur, elle va conduire l'organisme à la mort. Et on connaît la fin de l'histoire. La tumeur a réussi à vraiment s'étendre sur tout, a pris le pouvoir politique, et après cette bureaucratie, avec ses actes, elle a détruit tous les acquis en fin de compte de la révolution d'octobre, y compris et très tôt le Comintern. Et regardez, maintenant je pourrais m'arrêter et finir la présentation, mais je vais pas le faire. Parce que ce qui est important de voir, on assiste à un processus de contre-révolution politique. Et la contre-révolution, encore beaucoup moins que la révolution, c'est un master plan. La contre-révolution, encore 1000 fois moins que la révolution, suit un master plan prédéfini. Cette bureaucratie n'avait pas de plan préétabli on va maintenant détrôner la classe ouvrière avec ses actes, etc., etc. Cette bureaucratie n'avait pas de plan tout court. Genre, elle n'avait même pas de plan pourquoi elle était là avec ses jolis privilèges, vu qu'elle ne pigeait pas du tout la révolution. Mais la bureaucratie sentait qu'on a une position privilégiée et on doit essayer de s'y tenir en faisant ce qu'il faut juste faire dans le moment pour garder et étendre les privilèges. Et maintenant, l'exécuteur politique de ce désir de la bureaucratie, ça c'était Staline. Enter Staline. Staline, le chef bureaucrate, Trotsky l'a appelé le sommet de la médiocrité. Médiocrité, merci beaucoup. C'est comme le contraire d'un génie. Et il y a comme 3 caractéristiques principales qui ont fait que la bureaucratie a de plus en plus choisi Staline comme son exécuteur. La première, c'est que Staline était un ancien bolchevique et la bureaucratie, elle était forcée d'agir sous le déguisement de la révolution des bolcheviks, sinon aucune chance dans ce pays. Deuxièmement, Staline avait une énorme force de volonté.
C'était un bureaucrate, un apparatchik depuis longtemps, un carriériste sans scrupules, qui a toujours et qui va encore tout faire pour arriver au pouvoir et pour rester au pouvoir. Et le plus important, troisième attribut, Staline était un empiriste, mais vraiment de pur sang. Staline faisait partie de ces committeemen dans le parti bolchevique qui ont bien appris les phrases de Lénine par cœur, mais qui n'ont jamais compris la méthode derrière. Et si tu ne comprends pas la méthode du marxisme, tu es incapable de voir en dessous de la surface. C'est ça l'empirisme, tu regardes seulement la surface. Et qu'est-ce qui est la conséquence de ça? Deux conséquences. Si tu n'arrives pas à regarder en dessous de la surface, d'un côté, tu vas toujours trottiner après les événements au lieu de les anticiper. Et deuxièmement, tu vas toujours plier face à la pression de l'opinion publique au lieu de rester ferme sur les principes. Et la première expression de ça, c'est justement la théorie du socialisme dans un pays en 24. Regardez, pour nous ça a l'air absurde, mais pour un empiriste ça fait tout à fait sens. Observation à la surface, la révolution mondiale, elle ne vient pas, elle tarde. Et je sens la pression l'ambiance dans le pays est pessimiste. Conclusion logique, essayons le socialisme dans un pays. C'est ça la logique de l'empirisme. Et Trotsky l'a appelé, je l'ai traduit librement, je ne sais pas si c'est ça, mais la politique de suivisme aveugle. Non, comme ça tout court. Et cette politique de suivisme aveugle, qu'est-ce qu'elle reflète toujours? Elle reflète toujours, ça c'est très important, les intérêts de la bureaucratie. C'était déjà le cas en 24. Quel était le désir en ce moment de la bureaucratie? C'était juste, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, avec cette révolution mondiale-là. Nous, on a nos postes tranquilles, laissez-nous tranquilles. Ça reflète cet intérêt. Et de l'autre côté, à quoi a conduit cette politique de suivisme aveugle? C'est simple, à une erreur, et après à l'autre erreur, et ensuite à la prochaine erreur, et ainsi de suite. Et une des premières grosses erreurs a eu lieu en Chine, dans la révolution chinoise à partir de 25. Et la Chine, ce qui est intéressant, c'est la Chine, à l'époque, il y avait des conditions très similaires à la Russie. C'était aussi un pays agricole arriéré qui était vraiment asservi, soumis par les impérialistes. Et les tâches immédiates, en Chine comme en Russie, étaient en fait des tâches bourgeoises. Donc, l'unification nationale, résoudre la question de la terre, moderniser le pays et ainsi de suite. Donc, comme en Russie, en Chine, la révolution, elle n'a pas commencé en tant que révolution socialiste, mais comme une révolution bourgeoise. Mais la question décisive dans les pays arriérés, dans l'époque de l'impérialisme, c'est qui peut résoudre les tâches bourgeoises dans ces conditions-là? Quelle classe? Et c'est à cette question que Lénine et Trotsky ont répondu et théoriquement et pratiquement. Et ce n'est pas la bourgeoisie nationale, avec 5 points d'exclamation. La bourgeoisie nationale, elle a eu sa chance en Russie. Elle a reçu le pouvoir grâce aux mencheviks en février 17 et elle n'a résolu aucun problème. Ni de pain, ni de paix, ni de terre, ni de autodétermination du peuple, rien du tout des tâches bourgeoises. Donc, ce n'est pas la bourgeoisie nationale, mais seulement la classe ouvrière peut résoudre les problèmes bourgeois en gagnant les masses paysannes pour un programme révolutionnaire, en prenant le pouvoir. Et ensuite, la classe ouvrière, ayant pris le pouvoir, elle ne va pas s'arrêter aux objectifs bourgeois, mais elle doit immédiatement passer aux mesures socialistes, c'est-à-dire l'expropriation des capitalistes, des grands propriétaires terriens, mise en place d'une économie planifiée, ainsi de suite. La question, est-ce que la chose était très différente en Chine qu'en Russie à l'époque? Et Trotsky il dit non, avec 3 points d'exclamation. Il dit le pôle bourgeois et le pôle prolétarien s'opposent en Chine de manière encore plus irréconciliable qu'en Russie. D'un côté, la bourgeoisie nationale en Chine était encore beaucoup plus soumise, tant que c'est possible, à l'impérialisme que la bourgeoisie russe, à la Grande-Bretagne et au Japon, et donc encore plus incapable de jouer un rôle indépendant. Et de l'autre côté, oui, le prolétariat était une petite minorité en Chine aussi, mais il faut voir l'avant-garde du prolétariat était déjà organisée au début de la révolution chinoise dans le jeune parti communiste qui comptait déjà 60 000
communistes organisés en 25. 60, c'est nettement plus que les bolcheviks en février. Et donc 60 000 communistes organisés prêts à aller dans la lutte pour la révolution. Mais dans cette situation, quelle était la ligne d'argumentation du Comintern sous la direction de Staline? L'argumentation, c'est la suivante. Regardez, les tâches en Chine sont des tâches bourgeoises. Et donc, la Chine n'est pas encore prête pour la révolution socialiste. Elle doit du coup d'abord faire la révolution bourgeoise, la révolution démocratique. Et vous voyez ici, c'est comme copier-coller la théorie d'étape des mencheviks. Et l'ordre qui en a résulté de cette soi-disant, de cette argumentation du Comintern aux communistes en Chine, c'était faites une alliance avec le Kuomintang. Les communistes en Chine ne voulaient pas faire ça. Ils étaient en fait nés en se séparant, en se distinguant des libéraux. Mais là, le Comintern dit faites une alliance avec le parti nationaliste bourgeois. C'était ça le Kuomintang. Et genre ça, c'est vraiment un parti, je crois tu peux dire c'était le parti des Kerensky et des Kornilov en Russie. C'était un parti qui faisait semblant d'être les potes des opprimés, mais en fin de compte, c'était beaucoup plus les potes des impérialistes et l'ennemi des masses et des communistes. Et le Comintern n'a pas dit « faites une alliance temporaire avec le Kuomintang autour d'un point », mais les a obligés de faire un bloc programmatique avec le Kuomintang. Et genre, il fallait laisser sa carte membre du Parti communiste à l'extérieur de la porte. Tu n'as plus le droit de critiquer le Kuomintang. Et c'est précisément ça contre quoi Lénine luttait en fait toute sa vie, non? Pas d'alliance opportuniste avec la bourgeoisie libérale. Peu importe à quel point elle fait semblant d'être progressive, anti-impérialiste, elle va toujours au moment décisif se retourner contre les ouvriers, contre les communistes. Chose qui s'est tragiquement confirmée en Chine aussi. Le Kuomintang a utilisé l'autorité des communistes pour envahir pour gagner les villes. Et une fois que la chose était accomplie, s'est tourné contre les communistes et les a fusillés, mais massivement. Rien qu'à Shanghai, 12 000 communistes étaient morts. Et après, vraiment chassés dans les villages. Et maintenant, c'est important à voir. Pour nous, révolutionnaires, ça nous semble très absurde, cette ligne politique du Kuomintang. Mais il faut voir que ce n'est pas une ligne aléatoire. Elle découle de la logique politique de cette direction du Comintern. Parce que, regardez, pour l'empiriste Staline, la révolution socialiste en Chine est premièrement juste pas si importante. Parce que si le socialisme est possible en Russie, alors la révolution dans tous les autres pays, c'est tout d'abord plus la priorité absolue, mais tout au plus un nice to have, non? Et deuxièmement, pour l'empiriste Staline, en fait, la révolution socialiste en Chine, elle n'est pas encore réalisable. Parce que Staline, il argumente comme ça, ou il raisonne comme ça. En Russie, on a eu la révolution socialiste, donc elle était possible. C'est un fait, donc elle était possible. En Chine, on n'a pas encore eu la révolution socialiste, donc elle n'est pas encore possible. Donc il faut d'abord une révolution bourgeoise. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, la théorie d'État appliquée en Chine, ce n'est que le revers de la théorie du socialisme dans un pays, en Russie. Les deux se complètent dans la logique empiriste de la bureaucratie. Et Trotsky, il appelle l'empirisme l'inclination devant le fait accompli. Cette argumentation, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et il faut voir, ça c'est la méthode politique idéale pour tous les lâches opportunistes là dehors. Parce que de dire c'est comme ça, parce que c'est comme ça, signifie aussi toujours dire ça n'aurait pas pu se passer autrement. Et ça signifie aussi toujours je n'aurais pas pu agir autrement. Et c'est vraiment parfait comme méthode pour les politiciens qui ont un intérêt à justifier leur propre passivité ou leurs erreurs politiques. Et ça, la bureaucratie, elle en avait besoin, la bureaucratie soviétique derrière Staline. Le caractère politique de la bureaucratie n'est pas encore conscient, mais il est déjà reconnaissable en Chine. On voit déjà en Chine que cette bureaucratie, avec en tête la clique autour de Staline, n'a aucune confiance dans les masses. Au contraire, elle a peur des masses en fait, et elle préfère 1000 fois faire des deals avec les bourgeois. Et la peur des masses, à juste titre, parce que la révolution en Chine, ça aurait été une inspiration massive pour la classe ouvrière en Russie, et donc une menace pour la bureaucratie, pour son contrôle et pour ses privilèges. C'est pour ça
que, tout aussi absurde que ça puisse paraître, genre la défaite pour la classe ouvrière de 25-27 en Chine, c'est en fait une victoire pour la bureaucratie parce qu'elle en sort renforcée. Mais bien sûr, cette victoire, elle est venue à un prix. Le Comintern s'est brutalement brûlé les doigts en Chine, genre à cause de ses instructions. Des milliers de communistes ont été fusillés et aussi la Chine a dû passer une dictature militaire sous Kai-shek. Et maintenant, regardez, qu'est-ce qu'un parti, une organisation sain ferait dans une telle situation? Qu'est-ce qu'un Comintern sain aurait fait? Analyser les causes des erreurs pour rechercher les causes, pour pouvoir les corriger, non? Mais le Comintern, maintenant, entre-temps, était plus sain, mais c'était déjà devenu un outil de la bureaucratie soviétique. Et la bureaucratie soviétique, elle ne peut pas s'intéresser à la recherche des causes. Parce qu'à quoi aboutirait cette recherche de causes? À rien d'autre qu'à la remise de questions de sa propre raison d'être. Et de nouveau, je ne suis pas médecin, mais une fois que la tumeur elle est constatée, il y a une seule mesure qui reste à être entreprise, et c'est l'opération, enlever la tumeur. C'est pour ça qu'au lieu d'aller chercher à savoir pourquoi on s'est brûlé les doigts, qu'est-ce que la bureaucratie empiriste a fait? Juste 180 degrés tourner le robinet. À droite, pam, 180 degrés, on tourne le robinet. Et c'est pour ça qu'au 6e congrès, en 28, le Comintern annonce la 3e période. Et en gros, le mot d'ordre, c'était « Écoutez, camarades, les 5 dernières années, les conditions n'étaient pas mûres pour la révolution socialiste, mais maintenant, la période de l'effondrement final du capitalisme est là. Parti communiste de tous les pays a préparé la prise de pouvoir. » Il y avait un tout petit problème avec ce mot d'ordre. Et le petit problème, c'était la situation objective. Qui suivait malheureusement pas le désir de la bureaucratie. Parce que, oui, on était toujours dans la période d'entre-guerres, donc période de crise organique, mais la conjoncture de la lutte de classe avait changé. La classe ouvrière n'était pas en train d'avancer, mais en repli. À cause des défaites en Allemagne 23, Grande-Bretagne 25 et Chine 27 surtout. Et aussi à cause de la dépression, Grande Dépression de 29, qui dans un premier temps a juste vraiment ruiné les masses. Et aussi les classes moyennes, aussi la petite bourgeoisie, et le plus durement probablement en Allemagne. Et donc en Allemagne, la contre-révolution, elle préparait le dernier coup contre la classe ouvrière en repli, et a organisé ses forces dans le parti de Hitler. Et le parti de Hitler, le NSDAP, en 1930, il avait déjà 6,5 millions de voix. Il était le deuxième parti le plus fort. Et tu avais ce gouvernement bourgeois, le dernier gouvernement là de la Weimarer République, qui était complètement paralysé et qui observait ça. Et Trotsky, il voyait en 32, et ça c'est un régime préparatoire. Il y a une épreuve de force décisive qui va avoir lieu, qui va devoir avoir lieu. Et là, il faut voir, épreuve de force entre les fascistes et la classe ouvrière. Et ce qu'il faut voir, c'est que la classe ouvrière unifiée, elle aurait été assez forte, plus forte que les fascistes. Le Parti communiste allemand, le KPD, avait 4,5 millions de voix juste avant, et le SPD avait 8,5. Et la seule ligne politique correcte dans cette situation aurait été front unique avec le SPD, préparer ensemble, unité de la classe ouvrière, la lutte contre les fascistes. Mais au lieu de ça, quelle était la consigne, la ligne du Comintern? Le mot d'ordre, c'était ni fascisme, ni social-démocratie. Les deux, selon Staline et ses théories du social-fascisme, étaient des jumeaux. Social-démocratie, démocratie et fascisme. Donc au lieu d'un front unique, d'un côté, c'était une politique de division des ouvriers du KPD et du SPD, et pire encore, pas juste diviser, les communistes ont été agités par la direction d'aller physiquement contre les ouvriers du SPD, genre lors des manifestations du parti, mais aussi dans les écoles. Figurez-vous ça, un mot d'ordre du KPD, c'était « frappons les Scheidemänner à l'école ».
Ça, c'était un des slogans. Et Scheidemann, c'était un dirigeant, un politicien réformiste du SPD. Mais vous voyez, les communistes, sous contrôle de cette bureaucratie, avisaient ses membres d'aller, gosses des parents communistes, allez battre les gosses des parents qui votent SPD. C'est très absurde. Hein. Et qui était le gagnant le gagnant riant à côté, c'était Hitler, qui a noté plus tard, je cite, « je suis arrivé au pouvoir sans briser une seule vitre. » Ouais, ça c'était le résultat. Ouais. Et là, voyons, genre le Comintern, il était complice dans l'arrivée au pouvoir de Hitler, non? C'est sa politique de division qui a enroulé, non, comment tu dis? Mis en place le tapis rouge pour Hitler, non? Et maintenant, une politique de la part des communistes qui fait gagner les fascistes. Genre, ça c'est... Bon, Trotsky, une fois que ça a eu lieu, et une fois qu'il n'y a pas eu de vague de critiques au sein du Comintern, il a constaté, ça c'est la mort de la Troisième Internationale d'ailleurs. Mais pour nous, c'est tellement absurde, non? Comment, en tant que communiste, on peut aider les fascistes à arriver au pouvoir? Mais de nouveau, on doit dépasser le stade de juste trouver ça absurde et comprendre la logique politique. Et pour l'empiriste Staline, ça fait tout à fait sens ce qui s'est passé. Parce que quand Staline il dit que réformisme c'est égal à fascisme, c'est vrai. C'est vrai superficiellement, dans la forme. Que ce soit Ebert à l'époque ou Scholz aujourd'hui au pouvoir, ou bien Hitler, ça ne change rien à qui est la classe possédante. La classe possédante est la même dans les deux cas. Les deux sont des formes de dictature du capital. Une fois, c'est une forme démocratique, une fois, c'est une forme fasciste de dictature du capital. Donc, superficiellement, c'est vrai, mais ce que l'empiriste ne voit pas, c'est sous la surface. Et en dessous de la surface, en dessous de ces deux régimes, il y a un contenu de classe qui est fondamentalement différent. Alors, dans un régime démocratique, au sein de la démocratie bourgeoise, la classe ouvrière, elle a gagné, elle a conquis des droits, elle a gagné, elle a construit ses propres organisations, les partis, les syndicats, les clubs de foot aussi, ça en fait partie, les clubs culturels, ainsi de suite. Et oui, est-ce que c'est vrai que la bourgeoisie corrompt la direction de ces partis pour garder la classe ouvrière en bas? Oui, bien sûr, c'est vrai, mais ça reste des organisations de la classe ouvrière. Et est-ce que ça fait une diff si elles existent ou pas? Ben oui, parce que la classe ouvrière peut défendre ses intérêts et peut lutter pour la révolution grâce à ces institutions conquises au sein de la démocratie bourgeoise. Et de l'autre côté, quel est le contenu de classe d'un régime fasciste? Mon Dieu, est-ce que c'est sauver la domination des capitalistes? Oui, mais comment? En mobilisant la petite bourgeoisie enragée pour aller détruire, abasser le mouvement ouvrier et toutes ses organisations. Donc, est-ce que ça fait une diff pour un prolétaire si on a un régime fasciste ou démocratique? Je pense que ça suffit de poser la question pour y répondre. Et là, en Allemagne, on voit le caractère opportuniste de la bureaucratie soviétique encore plus clairement qu'en Chine. Parce que regardez, dans cette situation en Allemagne, il n'y a que deux issues à cette situation. Soit front unique de la classe ouvrière contre Hitler, soit Hitler prend le pouvoir. Et maintenant, regardez, celui qui dit on avance, on s'en fout, peu importe si le résultat est démocratie ou fascisme, ou qui dit laissons les fascistes faire, après ce sera notre tour, il abandonne la lutte avant qu'elle commence. Donc c'est ça vraiment le cœur, en fait, la fonction de cette ligne politique. Abandonner la lutte avant qu'elle commence. Donc Trotsky appelle à très juste titre cette théorie du social-fascisme une couverture pseudo-radicale pour la politique opportuniste. Et encore une fois, aussi absurde que ça puisse paraître, cette défaite, mais catastrophique pour la classe ouvrière, a été en fin de compte une victoire pour la bureaucratie et pour Staline. Parce que, regardez, soyons honnêtes, la victoire de Hitler était en fin de compte le moindre mal pour la bureaucratie. Parce que s'il y avait eu front unique de la classe ouvrière qui aurait pu gagner contre le fascisme, la classe ouvrière ne se serait pas arrêtée là. Et la preuve pour ça, c'est l'Espagne, et je vais y venir maintenant. Mais le résultat, donc, à nouveau, c'est la bureaucratie qui gagne, qui sort renforcée. Mais c'est important de voir, Staline, il ne voulait pas, de nouveau, aveugle, pas de plan suprême. Staline, il ne voulait pas aider Hitler à monter au pouvoir.
citation de Staline en 1933, quand Hitler a pris le pouvoir, ce ne sont pas des nouvelles enthousiastes. Parce que ça, même Staline, il pigeait maintenant, après coup, que la bureaucratie soviétique, l'Union soviétique, se trouvait maintenant coincée dans une situation vraiment merdique. Parce que fait Hitler au pouvoir? Il militarise, et il y a la Seconde Guerre mondiale qui est dans l'air, préparation à la Seconde Guerre mondiale, et l'Union soviétique se trouve complètement isolée dans cette situation, en tant que seul État ouvrier. Et là, Staline, il cherche désespérément des alliés. C'est pour ça qu'en 1935, il y a le prochain tournant, le ZAG après le ZIG, je ne sais pas comment vous le dire, mais 180 degrés virage à droite, bienvenue à le fameux Front populaire. Et là, encore une fois, le Comintern n'analyse pas les raisons du désastre de ce qui s'est passé en Allemagne, mais la procédure, c'est juste inverser le slogan, en gros. La démocratie est tout aussi réactionnaire que le fascisme, avec la démocratie contre le fascisme, contre la réaction. Et c'est rien d'autre qu'une politique d'alliance avec la bourgeoisie soi-disant progressiste. C'est la même politique qu'en Chine, mais maintenant cette politique est généralisée en tant que ligne sous justement le nom Front populaire. Ligne générale que doivent suivre tous les partis communistes, et pour donner cet ordre, le dernier congrès a été maintenu pour juste marteler cet ordre, le 7e congrès, dernier congrès. Et Marx, il a dit une fois que l'histoire se répète toujours deux fois, et ce qui était une tragédie en Chine devient une farce en Espagne. Très brièvement, révolution espagnole. Mini-sama. Espagne, les masses en lutte depuis 1931 contre les aristocrates et les capitalistes, et la classe dirigeante en panique recourt à la mesure la plus extrême. Elle mise à partir de 1936 entièrement sur une dictature militaire de Franco. Et la résistance contre Franco se transforme en une révolution en Espagne. En 1936-1937, les patrons se font virer des usines, les aristocrates se font brûler dans les campagnes, et surtout, il y a l'auto-armement des ouvriers et dans les brigades. Non? Et à Barcelone et aussi dans d'autres villes, le pouvoir était en fait dans les mains des ouvriers. Pourquoi ils ne l'ont pas pris et consolidé le pouvoir? Parce que leurs dirigeants ont cédé le pouvoir aux républicains. Et les communistes, et les socialistes, et les anarchistes ont tous participé à des gouvernements de Front populaire ou n'ont pas posé une alternative claire à ça. Et qu'est-ce que ça a signifié? Entrer dans un gouvernement populaire signifiait faire une alliance avec les républicains. Et les républicains, Trotsky les appelait un nombre en Espagne, parce que la classe dirigeante, les capitalistes, avaient fui derrière les lignes de Franco, avaient complètement abandonné le pays, en gros, se sont déjà mis derrière le dos de Franco. Donc, en fait, faire une alliance avec les républicains dans cette situation signifie rien d'autre que de préparer la prise de pouvoir de Franco. Et j'ai dit, toutes les directions, tous les courants politiques ont une responsabilité là-dedans, mais le Parti communiste espagnol, avec la bureaucratie soviétique en arrière-plan, c'est le coupable principal qui a insisté le plus sur le Front populaire. Et pour y arriver, le GPU, la police secrète, a débarqué et a systématiquement saboté la révolution en Espagne en désarmant les brigades révolutionnaires qui allaient trop loin, en assassinant les meilleurs dirigeants révolutionnaires qu'il y avait, en attaquant physiquement des entreprises occupées, etc., etc. Et ça, ce qui se passe là en Espagne, assassiner des révolutionnaires, c'est simultanément à ça, à l'intérieur, le reflet à l'intérieur, c'est les procès de Moscou, non? Où toute mémoire à la révolution d'octobre est effacée avec les assassinations. Et là, ce qui est important à voir ici, Espagne 36, on ne parle plus d'erreur politique. Alors regarde, celui qui assassine systématiquement des révolutionnaires de manière ciblée, il sait exactement ce qu'il fait. Donc Trotsky, il dit en 1936, Staline a passé d'un opportuniste au bourreau de la révolution. Bourreau, c'est juste? Oh, oui. Et la question c'est, et je finis là-dessus gentiment, oui, j'arrive à la fin. Ah, parfait. La question qui se pose, pourquoi Staline et la bureaucratie soviétique ont saboté la révolution espagnole?
Et il y a deux raisons. J'ai dit au début, l'Union soviétique en isolation. Et en fait, la première raison, c'est que Staline, il voulait rendre un service aux Français et aux Britanniques, aux impérialistes français et britanniques. Parce que regardez, une révolution couronnée de succès en Espagne, genre tout le monde en fait, en tout cas toute l'Europe regardait sur l'Espagne. Jonas m'a dit l'autre jour, il y avait 100 000 ouvriers européens qui sont allés en Espagne pour résister face à Franco. Imaginez-vous, ils avaient pris le pouvoir, ces 100 000 ouvriers ne vont pas rentrer dans leur pays et continuer à tranquille, démocratie bourgeoise, ça passe crème, genre c'est pas ça. Mais genre ça aurait fait étendre la révolution, ça aurait été vraiment une inspiration massive. Exact. Et dans cette situation, Staline, il pouvait rendre un très bon service au gouvernement de France et en Grande-Bretagne de saboter, tuer cette révolution. Et pourquoi Staline a fait ça? Dans l'espoir qu'après la France et la Grande-Bretagne vont aider Staline à son tour contre Hitler, ce qui était complètement naïf. Deuxième raison, c'est juste que la bureaucratie et Staline étaient maintenant effrayés à mort de la classe ouvrière en Russie, parce que la classe ouvrière en Russie était électrisée comme plus jamais depuis 1924 par la révolution espagnole. Et c'est clair qu'une révolution en Espagne qui a du succès, ça aurait réanimé la classe ouvrière et ça aurait balayé la bureaucratie. Et oui, donc elle devait à tout prix tuer cette révolution et tuer toute mémoire à la révolution à octobre en Russie même. Et maintenant, regardez, on arrive vers la fin. Maintenant, 36, 37, la bureaucratie soviétique, elle est maintenant établie. Sa politique, elle correspond maintenant à son essence. Et en fait, les deux traits principaux de la politique étrangère de la bureaucratie restent les mêmes après la Révolution espagnole. En fait, ici, on peut généraliser et ça suffit pour comprendre la suite. Quels sont ces deux traits généraux? D'un côté, le premier trait général, c'est empêcher la révolution mondiale. Parce que la révolution mondiale, la bureaucratie a appris par expérience, ça met en danger sa propre position en tant que pilleur des richesses nationales. Ça, il fallait empêcher à tout prix. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de socialisme dans un pays, c'est-à-dire de privilèges pour la bureaucratie en Russie, ce slogan a nécessairement dû être complété en pratique par socialisme dans aucun autre pays. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'est le revers de la médaille, l'autre trait fondamental de la politique étrangère? Une fois que tu abandonnes la lutte contre l'impérialisme mondial, une fois que tu abandonnes l'objectif de renverser l'impérialisme mondial, tu dois trouver une place dans l'impérialisme mondial. Et en fait, Trotsky, il remarque qu'à partir des années 30, Staline, sa politique, avec les mouvements de libération, avec les révolutions ouvrières, la politique de Staline, c'est rien d'autre que de négocier ces mouvements, en fait, comme de l'huile, comme du pétrole, avec les puissances impérialistes. C'est comme des marchandises que lui, il utilise pour faire des jolis accords avec les impérialistes, pour trouver sa place dans l'impérialisme mondial. Mais il faut appeler cette politique par son nom. Ça, c'est de la collaboration de classe qui conduit toujours à la trahison de la classe ouvrière. Parce que trouver sa place dans l'impérialisme signifie toujours se soumettre aux impérialistes. À quoi a mené cette politique? Oui, au renforcement de la bureaucratie soviétique, à travers un chemin compliqué, je ne peux pas aller plus loin là, mais à un prix énorme pour la classe ouvrière. Quel était le prix à payer? La chute du Comintern, la destruction du Comintern, la plupart des partis communistes de l'Union soviétique complètement dégénérés ou disparus, et l'Union soviétique en fin de compte cassée. Le Comintern a été dissous par Staline en 1943 comme partie d'un deal avec Roosevelt et Churchill. Et Staline avait de toute façon plus d'utilité pour ce Comintern. C'était depuis longtemps plus un instrument pour la révolution mondiale, mais un instrument de politique étrangère, de faire des compromis, des accords avec des accords avec les impérialistes. Et ces besoins de politique extérieure viennent directement de Moscou, en fait, et ça vient comme ordre de Moscou. Et donc les congrès, c'était juste une mise en scène pseudo-démocratique. Le 5e, 6e et 7e congrès, c'est de toute façon un peu pénible de faire ça, donc pourquoi pas dissoudre ça si ça fait plaisir à mon pote Roosevelt et Churchill, avec qui je kiffe bien boire un verre.
Et là, Staline en 1944, il a dit une phrase très intéressante sur la dissolution du Comintern. Il dit, je cite, « L'existence même du Comintern est devenue absurde et non naturelle. Ceci à une époque où les partis communistes doivent chercher un langage national et doivent lutter dans les conditions de leur propre pays. » Donc, internationalisme, c'est absurde, non naturel, et les communistes qui cherchent un langage national et cherchent à trouver une place dans les conditions de leur propre pays. Dans cette déclaration de Staline, on voit la logique de la dégénération politique des partis communistes dans les années à venir, dans tous les pays en fait. Parce que regardez, la logique c'est, si le socialisme est possible dans la Russie arriérée, alors il est clairement aussi possible en Allemagne, France et Grande-Bretagne. Et si c'est possible d'y croire après la prise de pouvoir, pourquoi pas déjà y croire avant la prise de pouvoir? Et si la bourgeoisie est encore là dans notre pays à ce moment, c'est parce que nous, on n'est pas encore assez mûrs pour la révolution. En attendant, on doit trouver notre place à côté de notre bourgeoisie et trouver notre propre voie vers le socialisme. Et c'est selon cette logique que les partis communistes du monde entier ont entièrement ou presque entièrement dégénéré en parti nationaliste réformiste, parce que trouver une place dans le capitalisme, c'est se soumettre au capitalisme. Résultat, et je finis 3 phrases, Michi, s'il te plaît. À quoi a conduit la politique de Staline? De la théorie du socialisme dans un pays, ça a résulté en socialisme dans aucun pays. La classe ouvrière a été trompée, on lui a menti et on l'a trahi fois après fois après fois. Et ceci sous la bannière du léninisme et bolchevisme, qui rend la chose très perfide et qui a causé beaucoup de confusion. Et ces méthodes de mensonge, de trahison et tout ça, ça a détruit beaucoup, mais rien ne peut détruire une idée dont le temps est venu. Et regardez cette crise mondiale du capitalisme là-dehors, la fermentation qu'il y a dans la société, c'est un cri là-dehors pour le retour de l'internationalisme révolutionnaire de Lénine, pour un parti mondial révolutionnaire dans lequel tous les membres ont un seul objectif devant leurs yeux, et ça c'est la réussite de la révolution mondiale. Nous, on a mis en place les bases de cette future internationale de masse avec le l'ICR en été, parce qu'on est les seuls qui nous basons sur le vrai marxisme, Marx, Engels, Lénine et Trotsky. On est des ennemis mortels de la bourgeoisie et des ennemis des fossoyeurs staliniens du mouvement ouvrier. On dit en avant vers la révolution prolétarienne mondiale, en avant vers le socialisme mondial. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.